Cette semaine au balado, Jérôme Blanchet-Gravel nous parle de son enquête sur le terrain à Guadalajara, au Mexique, suite à la capture du chef du cartel El Mencho. Et Samuel Rasmussen vient pour la première fois et nous partage ses réflexions sur la société québécoise. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie du rédacteur en chef de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Et je rappelle que l'ensemble des sujets traités dans le cadre de ce balado sont traités d'une manière ou d'une autre dans l'univers Libre Média, mais tout spécialement sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Donc, Jérôme, on va commencer tout de suite avec l'actualité qui brûle sur les lèvres de l'ensemble du monde entier et des médias, pas tout particulièrement. C'est cette question de la guerre déclenchée par Donald Trump en Iran. Plusieurs articles ont été écrits sur la question, sur des éléments de la question, parce que c'est un sujet vraiment qui est énorme et qui change à la seconde près, là, d'une certaine façon. Parle-nous un peu, là, quelles sont été tes impressions personnelles depuis le Mexique et peut-être nous parler comment est traitée un peu la question aussi au Mexique de cette question de la guerre en Iran, hein, parce que les États-Unis ont des affaires internationales sur plusieurs fronts, dont le Mexique. Donc, j'imagine que c'est un peu lié tout ça à travers justement la personnalité de Donald Trump. Jérôme, parle-nous un peu là, comment est-ce que tu as appris la nouvelle et comment tu te situes et comment les Mexicains autour de toi voient cette campagne militaire en Iran. Oui, ben écoute, moi quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été en direction du Jalisco, vers la capitale de l'État du Jalisco, Guadalajara. J'ai appris ça à l'aéroport et donc, moi comme journaliste, je dois l'avouer, j'ai une impression un peu de saturation, c'est-à-dire énormément d'éléments qui vont dans tous les sens. Évidemment, comme journaliste, il faut se concentrer sur, disons, un certain nombre de sujets. Donc, c'est beaucoup pour nous, journalistes, animateurs, etc. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, j'étais sidéré, mais en même temps, moi, j'étais concentré. Tu le sais, j'avais une mission journalistique. Donc, aller dans le Jalisco, documenter la réaction de la population à l'élimination d'El Mencho. Donc, je reçois ça, je monte dans l'avion. Là, je suis dans l'avion, je me dis, il va falloir qu'on puisse réagir quand même rapidement à tout ça. Donc, le jour suivant, on a eu un texte déjà à Libre Média intitulé l'Iran. Attendez, pardonnez-moi, là. Il est encore trop tôt pour dire si le régime va tomber. Donc, on a fait réagir une politologue iranienne qui très compétente sur la question, Mme Anieh Ziae, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, on a une réaction assez vite avec une experte. Donc, c'est énorme. C'est une autre surprise. Le Venezuela était déjà, pour moi, une grande surprise, la capture de Maduro, c'est-à-dire. Donc, on a un peu l'impression ici que tout ça est lié. Hein. C'est-à-dire d'abord la capture de Maduro, ensuite quand même l'élimination d'El Mencho, qui est quand même un peu le fruit de cette doctrine Monroe, mais là, beaucoup plus que doctrine Monroe, c'est-à-dire ça ne concerne pas l'Amérique, mais là, l'ensemble du monde. Donc, Dieu sait maintenant que le Trumpisme n'est pas un isolationnisme. Donc, beaucoup de surprises. Et ici, c'est ça, on met en relation, on met ces trois éléments en relation. Je pense qu'on a raison de le faire. Mais quand même, le Moyen-Orient au Mexique est toujours traité de manière un peu secondaire. Hein? C'est-à-dire c'est quand même toujours un peu plus lointain. On se sent moins concerné. D'abord parce que la communauté juive au Mexique n'est pas importante, comme en France ou dans des pays où, il faut le dire, où c'est une communauté juive, on est lié à Israël, etc., par la force des choses. Donc, on n'a pas ce sentiment d'appartenance, si je peux dire. On ne se sent pas engagé ni si concerné que ça, mais on regarde ça avec attention. Il n'y a pas de communauté iranienne non plus, j'imagine. Iranienne, c'est, des deux côtés, ou plus largement musulmane. Donc, on n'a pas cette polarisation interne qu'on retrouve toujours dans les pays occidentaux. C'est assez problématique, c'est-à-dire, on sait dans les cours d'école, ça a été documenté en France, des enfants d'origine arabe, des enfants d'origine juive qui vont finalement avoir des altercations dans la cour d'école. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus en France. Donc, c'est un exemple pour montrer à quel point cette question-là polarise sur les plateaux de télé, etc. Donc, ici, on n'a pas ça. Dans l'Amérique latine, non plus. Peut-être l'Argentine, c'est plus concerné parce que
la plus grande communauté juive d'Amérique latine est toujours à Buenos Aires, si je me souviens bien. Milei appuie Israël. Il a réagi fortement, notre ami Milei, qu'on est allé, on n'a pas rencontré lui, mais sur lequel on a travaillé récemment avec un grand documentaire toujours sur YouTube. Donc, un sentiment d'observation, puis de stupéfaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Mexicains ont le sang-froid, c'est-à-dire ils réagissent de manière très calme à peu près tout ce qui se passe par rapport aux Canadiens, aux Québécois, etc. Donc, c'est toujours, disons, la marche de l'histoire continue. On fait avec, on compose avec la réalité, c'est-à-dire on s'adapte. Hein. Donc là, le prix de l'essence, oui, est-ce que le prix du citron, le limon, va monter ou non? Donc, on anticipe des répercussions. Mais avec ce sentiment, c'est ça, j'y reviens toujours un peu quand même, une certaine distance par rapport au Moyen-Orient, qui c'est l'autre monde, là, complètement. Donc, mais quelle surprise et que de développement. Je ne sais pas ton impression, mais Francis, j'ose te le demander, tu es toujours au Québec. Est-ce que tu as vu, par exemple, des gens se ruer vers des stations-service? On a beaucoup parlé de ça, l'essence dans les médias au Québec. Oui, c'est un peu l'analyse de Frank, le dénomiseur, qui sera parmi nous la semaine prochaine. C'est que c'est comme les Québécois et les Canadiens, peut-être plus largement, essaient toujours d'avoir leur place dans la photo, comme il dit, là. Donc, et donc, une des façons les plus faciles de le faire pour des nouvelles, pour que les Québécois se sentent concernés par la nouvelle, qui est tout de même assez loin, là. On n'est pas directement impliqué, quoique Mark Carney a quand même dit qu'il excluait pas une éventuelle participation de l'armée canadienne, mais somme toute, elle serait minime compte tenu des forces armées. Je ne sais pas si on peut encore les appeler les forces armées canadiennes ou les faiblesses armées canadiennes. Ça serait peut-être plus approprié comme terme, mais on peut voir justement que une des façons assez rapidement, les médias vont dire là, ça va affecter le cours du baril de pétrole éventuellement. Donc, comment faire des vox pop et tout ça pour donner l'impression qu'on fait partie de ce monde. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a d'une certaine façon, c'est un peu artificiel tout ça. Donc, le lien entre le prix du baril de pétrole et le prix à la pompe est toujours est pas corrélé directement. Donc, il y a une distance temporelle entre les deux, entre la cause et l'effet. Et donc là, on voit qu'il y a d'une certaine façon une certaine récupération de qui, c'est difficile à dire, mais des pétrolières ou des transformateurs ou des... en tout cas, il y a cette question-là. Mais il y a une question aussi géopolitique. Comment, par exemple, cette semaine, on voyait une entrevue que j'ai regardée avec toute la patience, toute la vertu de patience qui m'est donnée d'avoir, de Louise Arbour avec... à Radio-Canada et c'était c'est ça, on est toujours dans l'analyse morale. J'ai rien contre l'analyse morale de la question, c'est-à-dire que là Louise Arbour, qui était cette ancienne grande avocate et juge je pense de la Cour suprême du Canada et de la Cour des droits de l'homme à l'ONU, exactement. Donc s'il y a quelqu'un qui peut en ce monde sécularisé pontifier, c'est bien ce genre de personnage. Et donc, c'est ce on pouvait assister dans cette entrevue. Mais ce qu'on se rend compte, justement, c'est que, par exemple, Louise Arbour, l'analyse qui est faite, c'est est-ce que c'est légal ou non, cette intervention-là. Et là, on fait le parallèle avec l'intervention qui avait été faite en Irak et la volonté. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre le contraste entre les deux. C'est-à-dire qu'on voit un effritement disons, de l'ordre international. Pourquoi? Parce que Trump, contrairement peut-être à Bush voulait au moins avoir l'apparence de légitimité devant la Cour internationale de l'ONU. Et c'est d'où disons on s'en rappelle le discours de Colin Powell qui avait essayé de convaincre avec ses graphiques à l'appui, qu'il y avait des armes de destruction massive et tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas vraiment. Et donc, on voit que l'administration américaine de George Bush voulait avoir au moins un vernis de légitimité internationale, ce qui n'est absolument plus le cas. Donc là, la question qui se pose, c'est
Est-ce que c'est les États-Unis qui, sous Trump, se foutent, entre guillemets, complètement de ce que la communauté internationale, s'il y en a une, pense, ou c'est la communauté internationale elle-même, à travers son organisme, l'ONU, qui est à ce point discrédité que c'est une institution qui, d'une certaine façon, est devenue toxique et elle a perdu toute crédibilité, toute légitimité. Donc, cette question-là, Louise Arbour ne la soulevait pas, malheureusement, parce que nous, on avait déjà fait une entrevue, toi-même, tu avais fait une entrevue à un avocat de l'ONU qui montrait que c'était... ouais, exactement. On invite nos auditeurs à aller voir l'entrevue que tu avais fait dans les cadre des grandes entrevues sur la chaîne YouTube de Libre Média. Toujours très intéressant. Et lui, il montrait à quel point l'organisme était gangréné par la corruption d'une manière assez grave. Donc, son utilité était dépassée, était liée dans une strate temporelle qui était après post-1945 et tout ça. Et finalement, aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire d'avoir un organisme comme celui-là. Mais moi, ma question, c'était plutôt parce que j'écoutais ce qu'elle disait. Et c'est toujours une question de posture, c'est-à-dire d'où parlez-vous, ou accent grave, c'est-à-dire d'où parlez-vous, c'est-à-dire qui êtes-vous pour porter un jugement. Et ce que j'ai l'impression, c'est que le discours d'une dame comme Mme Arbour serait beaucoup plus audible si il y avait, entre guillemets, une force où on dit toujours par quoi est backé le dollar américain, c'est-à-dire ça prend quelque chose, un substrat duquel on peut s'exprimer. Et donc, j'ai pas l'impression que ce substrat-là existe encore. Et donc, comment porter d'où parlez-vous, Mme Arbour, lorsque vous jugez la légitimité ou non? J'ai pas l'impression que c'est nécessairement crédible. Pourquoi? Parce que la question de savoir ou non si un gouvernement doit faire appel à la Cour des droits de l'homme et tout ça avant de s'impliquer. Ben, est-ce que oui ou non, c'est véritablement, on pourrait dire, des personnages... Est-ce que finalement, l'ONU n'est pas une façon facile, justement, de donner la parole à des gens qui, finalement, n'en auraient pas le droit dans une société, dans un monde sérieux, d'une certaine façon. Donc, et moi, c'est toujours cette question-là. Oui ou non, le droit international était-il véritablement un ordre international ou était-il une apparence de droit international? Vous voyez, toutes les questions que ça soulève, mais ce qu'on se rend compte, c'est que la question de la crédibilité d'une agence comme celle de l'ONU est remise en question par Donald Trump et je ne suis pas sûr que cette crédibilité-là soit, comment je pourrais dire... était fondée à l'époque. Il l'est toujours. Et donc, mais en même temps, par quoi remplacer ça? Et là, j'ai l'impression que la seule chose qui parle, c'est la force des armées, finalement, qui revient. Mais d'où, c'est ça, quelle est la cause? C'est ça la grande question sur laquelle je me suis buté hier en regardant cette entrevue avec Louise Arbour. Mais on voit à quel point, justement, on n'arrive pas à sortir de cette posture morale. On n'arrive pas à en sortir. Puis ça sonne mal d'une certaine façon. ça sonne justement le perdant qui, disons, c'est ça, comme un peu la posture du perdant qui se fait pas, dont la parole est maintenant disqualifiée et qui finalement, c'est plutôt une posture de défendre ses propres intérêts de classe, finalement. Donc, c'est un peu à ça auquel j'ai assisté. Mais c'est à suivre. On va voir comment ça va évoluer, toute cette question du Moyen-Orient aussi, on pourrait dire chiite versus sunnite, là, parce que là, c'est comme si les Iraniens étaient dans une situation où est-ce qu'ils sont en train d'essayer peut-être d'entraîner une posture apocalyptique, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre tout le monde qu'ils s'étaient créé en vase clos. Et ils sont en train d'essayer d'amener tout le monde avec eux dans leur déchéance, là, tous leurs voisins et tout ça. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça va mener, quelles sont leurs capacités, mais certaines... justement, chiffres montraient que la perte des missiles, la capacité de riposte était grandement diminuée à mesure que les jours passaient.
Enfin, c'est un peu mes réflexions sur le traitement médiatique québécois, sur cette crise iranienne qui est en train de se déployer sous nos yeux. Justement, avant de continuer ensemble, Jérôme, ça serait intéressant parce que tu es au Mexique et tu as justement proposé plusieurs articles qui ont été publiés sur Libre Média sur cette, disons, dans la séquence d'intervention américaine, il y a eu le Venezuela et ensuite il y a eu le Mexique. Et donc, toi, tu t'es penché justement pour aller voir sur place là, et tu as écrit ce très bel article profond au sens bien recherché. Tu étais sur place. Son titre, Au Mexique, la terreur calculée des cartels. Alors, pour toi, la chute du chef de ce cartel, El Mencho, montre que les images violentes ont fait croire un Mexique au bord du chaos. Est-ce que c'est ce que tu as vu sur le terrain, Jérôme? Pas tout à fait. Donc, plusieurs reportages, effectivement, ont suivi l'élimination d'El Mencho. Un premier à Oaxaca, où j'étais, où ça a quand même réagi, c'est-à-dire la population a quand même été ébranlée sur le coup, rapidement. Et ensuite, j'ai décidé effectivement de me rendre dans le Jalisco, où sont établis effectivement les quartiers généraux du fameux cartel de Jalisco Nueva Generación. Je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus calme, au sens que la normalité soit complètement revenue. C'était pas exactement le cas. Donc, on parle de combien de jours après le chaos? Je me suis rendu 6 jours après. Donc, toi, tu t'attendais à ce que 6 jours après, tout soit revenu dans l'ordre. Pratiquement, oui, parce que au Mexique, c'est ça, la vie reprend toujours. Donc, je sors de l'aéroport de Guadalajara, très grande ville, une ville qui est grande comme Montréal, etc. Au Mexico est tellement grande que les villes secondaires, en fait, sont grandes comme Montréal, hein, c'est-à-dire Puebla, etc. Puebla, peut-être pas aussi grande que Montréal, mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs grandes villes. Parmi celles-là, Guadalajara, capitale du Jalisco, à peu près 200 km du village, finalement, où le seigneur des coqs, hein, comme on l'appelle, le seigneur de los gallos, a été éliminé par l'armée mexicaine. Et première chose que le chauffeur de taxi me dit en sortant de l'aéroport, c'est qu'ils s'attendent, eux, à ce que la dépouille d'El Mencho provoque des altercations dans la zone de l'aéroport. Et donc, qu'il vaut mieux rapidement quitter l'aéroport parce qu'ils s'attendent à une fusillade. Là, tu te dis, OK, bon, est-ce que je suis à la bonne place? Du moins, c'est intéressant. Donc, il y avait tout ça, ces rumeurs-là sur le transfert de la dépouille. Finalement, il a été enterré, monsieur. Donc, c'est étonnant quand même qu'il y ait eu droit, finalement, des funérailles, ce type-là, El Mencho. Faut croire parce que ça a toujours le risque un peu de devenir une sorte de martyr et d'idole, pour la postérité. Narco, il y a une mythologie autour du narco. Hein. Vous savez, il y a des chansons là-bas populaires qu'on appelle les narco-chansons. Donc, il y a des chanteurs populaires au Mexique qui font tout leur répertoire est basé sur la glorification du narco. Il y a aussi la célébration de la mort, un culte de la mort, la Santa Muerte, qui est réelle, c'est-à-dire à place d'adorer la Vierge, par exemple, on va adorer la mort. C'est-à-dire c'est comme une vierge, mais avec une face finalement de squelette. Donc, c'est très sérieux tout ça, très macabre. Donc, c'était pour prendre le pouls, hein, parce que des analyses, des entrevues avec des experts, on en a fait déjà plusieurs, mais le terrain puis les analyses des experts, c'est deux choses. Donc, c'est complémentaire, par contre. Et donc, j'ai appris plusieurs choses. Et le chauffeur de taxi, lui, était là, vous voyez, quand c'est survenu. Et déjà, en prenant la route vers le centre historique, il m'a désigné déjà, en pointant du doigt, tous les endroits où des camions étaient en feu. Il y a 6 jours, il a dit, regarde, là, il y avait un camion en feu. Ici, il y avait un taxi en feu. Ici, il y avait une camionnette en feu. Et donc là, je me demandais, est-ce qu'encore une fois, je suis exactement au bon endroit? Mais oui, journalistiquement, je l'étais. Donc, c'est très instructif. Donc, oui, je suis arrivé à Guadalajara. La vie avait repris, mais partiellement. Donc, évidemment, une méfiance. Il y a eu une sorte de confinement, là, sans mauvais parallèle, pendant une semaine, où les gens sont moins sortis. Ce que j'ai découvert aussi, c'est Guadalajara. C'est une ville quand même très LGBT d'une certaine façon. Donc, c'est drôle quand même, hein, ce qu'on découvre sur le terrain. C'est-à-dire, d'un côté, on dit c'est la ville du narco, vous allez crever là-bas.
mais de l'autre, le soir, c'est des bars gays, finalement, où des gars avec des chapeaux de cow-boy vont s'accoupler. Donc, on découvre toutes sortes de choses. Donc, d'un côté, on est dit c'est la ville du narco, de l'autre, non, c'est la ville LGBT du Mexique. Ben, LGBT, on s'entend toujours dans le respect, entre guillemets, des codes traditionnels. C'est pas la prête que tu peux voir à Madrid, etc. C'est pas le même niveau. Mais et donc, les gens méfiants, mais résilients. Hein. Les Mexicains sont extrêmement résilients. Et la scène la plus impressionnante que j'ai vue, c'est quand même le Oxxo incendié, voisin d'un bar qui était plein à craquer. Et c'était maîtrisé sur le plan, disons, psychologique, à tel point qu'on continue à allumer des feux à gauche et à droite sans trop qu'on s'en rende compte, nous, touristes, entre guillemets, ben moi, journaliste, là. Mais c'est-à-dire la population vit, il y a encore un peu de tourisme et on continue à allumer des dépanneurs quand même. Mais ce qui m'a fait dire que finalement, avec le recul, une semaine après, on a moins assisté, c'est ça, un basculement insurrectionnel qu'à une sorte de vandalisme à grande échelle. Donc, sans minimiser, on se rend compte que la terreur, effectivement, comme je le dis dans mon article, est une terreur calculée, donc qui est limitée. Hein, c'est-à-dire le narco agit à l'intérieur des limites qu'il se donne lui-même. Pourquoi? Parce que son économie est intimement liée au tourisme, aux Occidentaux. Donc, les narcos sont assez conscients pour ne pas détruire l'image du Mexique, parce que les touristes doivent continuer à s'y rendre pour leur vendre de la drogue, notamment. Mais aussi, on peut penser qu'il y a beaucoup d'hôtels et tout ça leur appartiennent. Il y a beaucoup de blanchiment d'argent qui doit se faire. Donc, ce serait contre-productif que de donner une image du Mexique, là, vraiment comme un endroit dangereux à ne pas aller, finalement. Exactement. Donc, leur économie dépend du tourisme. Ils ont beaucoup de capitaux investis dans les stations balnéaires, dans les complexes hôteliers. Ils ont contribué à bâtir une partie des villes, un peu comme Las Vegas a été bâti par le crime organisé à la mafia, c'est-à-dire aux États-Unis. Donc, tout ça, les imbrications font en sorte que c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire dans les pays occidentaux. Donc, c'est un peu facile. Oui, c'est vrai que le Mexique est un pays extrêmement violent. J'ai souvent mentionné. Je l'ai jamais nié. Mais c'est un peu plus complexe. Donc, et moi, ce qui me surprend, c'est quand même à quel point, finalement, le Mexique est moins un État failli qu'on le pense. C'est-à-dire que le narco n'a pas fait la démonstration qu'il pouvait égaler les forces armées mexicaines. C'est-à-dire, parce que ça, c'est ce qui revient depuis des années. Hein, c'est ce qui justifie aussi les prétentions, la volonté d'intervenir des Américains directement au Mexique. Depuis des années, on dit les narcos, c'est une seconde armée intérieure. Donc, le Mexique n'a plus de souveraineté. Ce sont des forces symétriques qui s'affrontent. Mais la vérité, on a assisté au contraire. C'est-à-dire l'armée mexicaine est encore beaucoup plus forte. Il n'y a aucune commune mesure, finalement, avec les narcos, même s'ils font des démonstrations, des parades avec des armements de guerre américains. Finalement, c'est les Américains qui leur vendent de l'armement. Ça, c'est la grande contradiction américaine. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire les narcos ne surpassent pas l'armée. C'est le problème, donc, comme je dis dans l'article, c'est la corruption de l'armée mexicaine, c'est pas son infériorité matérielle. Donc, bon, les gens vont dire, vous faites dans la nuance, Blanchet-Gravel, ouais, mais c'est quand même bien de faire dans la nuance. Donc, en tout cas, ça a été ça, c'est le dernier texte que j'ai produit de ma série là, d'articles sur l'élimination des machins. Il y en a eu plusieurs, donc là, je pense, à un autre sujet. Je pense qu'il y a eu 8-9 articles qui ont été publiés sur le sujet, mais j'étais sur place, donc il fallait en profiter. Donc, j'espère que les auditeurs ont apprécié. Il faudrait éventuellement pousser la question, justement, de développement technologique là, dans les guerres, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme un fil conducteur technologique, au sens où plusieurs observateurs ont mentionné à quel point on pourrait dire, par exemple, la guerre en Ukraine, c'était absolument impensable de penser que l'Ukraine aurait pu se défendre contre la Russie avant, par exemple, l'apparition de l'intelligence artificielle combiné à l'apparition de drones de combat. Même chose au Venezuela. Même chose, même pour El Mencho, ça a été soulevé que, oui, il y avait eu de la pression de Trump sur Shinebourne pour justement capturer et finalement tuer. On ne sait pas si l'ordre avait été fait ou c'était, disons, l'ordre était de le capturer à tout le moins, mais je pense que ça a mal viré qu'il en est mort de cette méchante bataille de capture. Oui, exact. Donc, comment ils ont réussi à le trouver? Et donc, et maintenant, en Iran, on voit à quel point les drones et la sophistication pour, par exemple, trouver Khomeini, etc. Donc, on voit, est-ce qu'on voit
Et ma question est la suivante. Est-ce que, justement, cette nouvelle technologie-là, dans les mains du président américain actuel, il découvre au jour le jour les nouvelles capacités de l'armée américaine que ces nouvelles technologies-là permettent. Et donc, après la capture de Mesuro, si finalement je suis capable de faire des coups d'éclat comme ça, en fait, on va le faire avec les cartels en même temps. Puis après, là, je suis rendu aussi puissant, c'est-à-dire d'aller être capable d'aller chercher la tête de mon ennemi aussi facilement grâce aux détections, notamment, on en parle souvent justement de ces logiciels-là comme par exemple Palantir et tout ça. Donc, on voit à quel point c'est extrêmement... les avancées que l'armée américaine a sur ce front sont tellement en avance sur le reste du monde que il est capable de changer un peu l'ordre international assez rapidement. Est-ce que selon toi, cet élément-là de changement technologique au niveau militaire a un impact sur l'effet domino de ces différentes opérations qu'on voit se déployer devant nous? Oui, je pense qu'il y a un effet démonstratif, forcément, là, sans euphémisme, c'est-à-dire les États-Unis entendent montrer encore une fois leur supériorité militaire par la technologie, leur supériorité technique. Technologique. Donc, ça peut avoir un effet dissuasif, c'est-à-dire être Vladimir Poutine aujourd'hui, probablement que les États-Unis savent où habite ce gars-là. C'est quand même extrêmement gros. D'ailleurs, le silence, entre guillemets, de la Russie, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a un peu réagi, mais c'est quand même incroyable pour les médias qui subventionnés qui nous disaient encore hier que Trump était l'ami de Poutine. Écoutez, là, Trump est allé dégommer le principal allié de Poutine en Amérique latine, Maduro, et ensuite est allé dégommer, il l'a capturé, et ensuite est allé éliminer le principal allié de Vladimir Poutine au Moyen-Orient. Et vraiment, là, on parle d'un empire, aucun rapport avec le Venezuela. Donc, je pense que oui, les États-Unis entendent effectivement Francis démontrer qu'ils sont supérieurs et lancent un avertissement très clair aux autres dirigeants. Après, moi je trouve ça risqué, c'est-à-dire dans un monde quand même où des présidents assassinent d'autres présidents, c'est sûr qu'il faut vraiment être convaincu de sa supériorité technique parce que les critères sont subjectifs, parce que Netanyahou, on va dire que Khamenei méritait la mort, mais la grande majorité du monde musulman pense que Netanyahou mérite lui-même la mort. Donc, je ne sais pas si vous voyez quels sont maintenant les critères pour déterminer si un président doit mourir, et ils sont extrêmement subjectifs. Donc, c'est un monde, c'est ça, où il faut être vraiment convaincu qu'on domine technologiquement pour se permettre d'entraîner le monde dans cette vague-là, si je peux dire. Moi, par contre, sur le terrain, c'est-à-dire, est-ce que c'est efficace? C'est l'autre question. Au Venezuela, c'est partiel. On sait que les États-Unis dominent à travers la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui est restée, qui est soumise aux Yankees, comme on dit ici, mais en partie, c'est-à-dire les États-Unis ne maîtrisent pas l'ensemble du terrain vénézuélien. C'est faux. Il y a encore un verrouillage informationnel. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec récemment que vous pouvez consulter sur media.com. Donc, même chose pour l'Iran. C'est-à-dire, là, les gens se demandent, oui, vous avez éliminé le président iranien, mais est-ce qu'il va y avoir un changement de régime? Est-ce que c'est suffisant, finalement, ces frappes dites chirurgicales pour emmener des changements de régime sur place? C'est là qu'on peut se demander. Après les interventions longues, on font beaucoup de fiascos, évidemment, à l'Afghanistan, Irak. On sait que les interventions terrestres ne mènent pas nécessairement non plus à des résultats. Donc, mais moi, c'est la question. C'est-à-dire, oui, je pense que les États-Unis font le pari technologique, mais il va falloir que vraiment ils fassent la démonstration aussi que sur le terrain et à long terme, du moins à court terme, à moyen terme, il y ait quand même une emprise américaine dans ces territoires-là. Et je pense que c'est pas encore acquis. Pas acquis, effectivement. Et donc, on va voir la semaine prochaine. J'ai un billet d'avion qui me espérons-le, porter jusqu'à Dubaï, mais comme on le sait, l'espace aérien est très contingenté, disons ça comme ça, à l'heure actuelle. Donc, on va voir si je vais pouvoir éventuellement constater et vivre cette situation et finalement en reparler de cette expérience aux auditeurs du Libre Podcast prochainement. Et donc, c'est vraiment un dossier à suivre. On invite évidemment nos auditeurs à les consulter, notamment les articles que tu as écrits sur le Mexique et les différentes tractations internationales de Trump, par exemple, avec
avec l'Espagne. Il y a un bel article, Iran, le torchon brûle entre les États-Unis et l'Espagne. Un article à lire sur Libremédia ou libre-media.com. Et dans la deuxième partie de ce balado, nous avons, Jérôme, la joie d'être en compagnie d'un nouvelle personnalité au Libre Podcast. C'est la première fois qu'on peut l'accueillir. Samuel Rasmussen, bonjour. Bonsoir tout le monde. Samuel Rasmussen, alias le blond modéré, vous êtes membre des 3 Afuera, de cette célèbre expression espagnole tirée de nombreux discours de Javier Milei. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler durant la demi-heure qui nous est allouée. Vous êtes notamment collaborateur du podcast Yann et Frank. Vous êtes titulaire d'une formation en relations internationales à l'Université de Sherbrooke. Donc, vous êtes situé peut-être dans l'Estrie, pour nous situer un petit peu. Et vous vous intéressez particulièrement à la géopolitique, aux zones d'influence et aux différentes formes de pouvoir. Mais tout d'abord, pour commencer peut-être et apprendre à vous connaître, Samuel Rasmussen, vous vouliez nous parler un peu de votre perspective sur la situation du Québec, de son influence, de son histoire et de la société d'aujourd'hui. Alors, Samuel Rasmussen, comment est-ce que vous voyez un peu la situation de la société québécoise à l'heure actuelle? Et éventuellement, Jérôme va pouvoir continuer cette belle discussion parce que lui-même a une vision assez originale sur la question. Bien, d'abord, merci messieurs de m'avoir accueilli dans l'antre de votre balado. Donc, c'est toujours un plaisir de vous parler à tous les deux, de vous suivre continuellement avec Libre Média. Donc, merci pour rappeler un peu une vieille dame qui a toujours cette expression. Merci pour votre bon programme. Donc, évidemment, me prêter au jeu ce soir, c'est toujours un énorme plaisir. D'abord, la situation du Québec. On s'entend qu'on revient un peu à la case départ, voyant les sondages présentement. Le PQ, le Parti libéral reviennent en force parmi le menu politique qu'on croyait ce genre de bipartisme-là disparu, du moins peut-être mis à l'arrière-scène, devrait-on dire. Et donc, bon, je vous écoutais tout à l'heure sur l'idée de l'Iran, puis vous vouliez que mon impression sur le Québec réagit face aux Perses qui sont aux prises avec des luttes intestines, ou du moins avec une guerre également en vue. Peut-être pas boots on ground, excusez-moi l'anglicisme, des bottes sur le sol. Présentement, le Québec, pour citer mes amis, veulent décidément avoir sa face dans la photo. Là, comprenons qu'il y a certaines personnes qui ont été interloquées par les médias traditionnels, là, comme quoi ils voulaient absolument remplir leur véhicule de gasoil, puisque naturellement le pétrole est en hausse à cause des différents conflits qui voient poindre au loin, du moins qui sont déjà là. Moi, je dirais qu'une forme de paralysie au Québec, où on est dans une forme d'atterrement par rapport au genre politique. Donc, c'est continuellement un même genre d'inceste circulaire qu'on voit au Salon Bleu, que ce soit même au Salon Rouge, devrait-on dire, la Chambre des communes à Ottawa. Donc, rien de nouveau sous le soleil, mais il y a quelque chose qui rend l'électeur moyen impotent. C'est-à-dire qu'il n'est plus en contrôle de lui-même, puis vous l'aviez tout à fait dit dans l'introduction, je m'intéresse aux différentes formes de pouvoir, donc au niveau microscopique, macroscopique. Donc évidemment, cette situation-là, moi je veux pas le pouvoir. Décidément, je suis un gérant d'estrade infini. Je ne briguerai pas le pouvoir, je n'irai pas en politique, ça ne m'intéresse pas. Je préfère être dans les gradins puis critiquer. Est-ce que c'est plus confortable? Peut-être. Donc, il y a certains... Exactement. On voit que le monde change, entre guillemets, les puissances reviennent, l'ordre bureaucratique est ébranlé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, est-ce que justement ce retour au bipartisme, au Parti libéral, n'est-ce pas justement une espèce de nostalgie et qui permet un certain confort, une illusion de confort à tout le moins? Bien, peut-être que oui, effectivement. Bon, le nouveau visage, devrait-on dire, le changement. Donc, est-ce qu'on va voir la carnisation de M. Milliard qui supposément incarne le changement et M. Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui vont se vrayer une lutte. On s'entend que présentement, c'est un retour à l'arrière, mais avec la nostalgie, je dis pas, il n'y a pas la même passion.
D'ailleurs, le camp du oui, présentement, est à peu près à son plus bas depuis 1995. Donc, on n'est pas dans la ferveur présentement, je pense. On est passé d'un intérêt renoué avec la souveraineté. À Québécois, ça a été beaucoup mis de l'avant. On disait que la souveraineté était revenue, notamment chez les jeunes. Il faut croire que les sondages, on leur fait dire à peu près n'importe quoi, parce que jusqu'à tout récemment, on disait que la souveraineté était revenue vraiment. Et finalement, un autre sondage qui contredit tous les précédents, peut-être même la même firme qui elle-même s'est contredite, dépendamment évidemment du commanditaire du sondage. Moi, ça m'étonne peu dans le sens où j'ai toujours dit qu'une société qui s'intéressait principalement d'abord à l'inflation, légitimement, mais aussi à la rénovation de salles de bain, était peu encline, disons, à faire sa souveraineté. Quand vous regardez les conversations au Québec, autour de quoi elles tournent, pour moi, le Québec n'a jamais été aussi dépolitisé. Donc, comment vous voyez ça, M. Rasmussen, ce passage-là? D'un côté, une souveraineté populaire il y a encore quelques mois, et tout d'un coup, une souveraineté à son plus bas, apparemment. Mais c'est assez peu représentatif que le citoyen moyen s'intéresse peu non pas des affaires de la cité, là, ça serait très prétentieux et condescendant, et faux d'ailleurs. Je pense que les citoyens, en règle générale, s'intéressent à leur environnement immédiat ou plus ou moins immédiat. Mais l'affaire du jeu politique, on s'entend que le jeu politique, la partisanerie, la politique avec un petit p, est une affaire de geek, pour reprendre l'expression populaire et moderne aujourd'hui. Elle est tout simplement concentrée dans des gens qui sont férus de ce genre-là. Donc, c'est rendu tellement niché que les passions sont très nettement séparées entre les gens du commun ou des gens sur les médias sociaux notamment. Mais pour répondre à votre question, c'est que présentement, j'ai pas l'impression que ce soit les sondages, que ce soit le vote, est réellement représentatif de ce que les gens pensent. Vous avez juste besoin de parler. Moi, j'ai des clients qui sont dans le domaine corporatif. Et j'ai absolument pas. J'ai l'impression qu'on vit dans un Québec des fois libertarien et des fois j'ai l'impression qu'on est dans un Québec socialiste. C'est pas vrai. Ce n'est pas représentatif. On est dans une forme où, après 3 générations, même plus, une culture de l'enracinement, pour reprendre l'expression de Mme Marcotte, donc le gouvernement. Donc on est sans cesse materné, donc conditionné à avoir le réflexe que finalement l'État a le monopole de la générosité des autres. Donc ça c'est mon motto, là, mais évidemment, j'ai pas l'impression que l'élection ou les élections dernières ou les sondages sont représentatifs de l'idée populaire. Mais en même temps, il n'y a pas peut-être, donnez-moi cette volonté de défendre le peuple pour cette fois-ci, mais y a-t-il pas quelque chose du sens commun qui, d'une certaine façon, se rend compte que les grandes puissances, devant le monde qui tourne, le Parlement du bien humble Parlement du Québec a très peu de pouvoir sur la réalité. Donc, est-ce que le peuple ne sent pas qu'il d'une certaine façon, non pas la mort de la politique politicienne, mais la mort du politique, c'est-à-dire la mort de la capacité à agir sur le réel au niveau, à tout le moins, québécois? Ben, pour vous répondre en parallèle, je dirais que c'est pas la faute nécessairement de l'électeur moyen qui se désengage du fait public. C'est que la représentation du politicien, du gouvernant, devient de plus en plus médiocre. C'est-à-dire que les gens qui se présentent sont à ce point-là en attente d'un pouvoir, le pouvoir avec le petit p. Donc on s'entend qu'on est entre des journalistes qui n'ont pas nécessairement eu un grand succès et qui briguent maintenant les chaises du pouvoir. Donc, je suis peut-être très cynique dans mon commentaire. Vous l'aurez compris que je ne suis pas un grand optimiste de la politique, mais je suis ça à tous les jours. Donc, il y a quelque chose de très ironique ou peut-être même de masochisme chez moi. Mais essentiellement, je pense pas qu'on est dans le siècle des grands hommes. Là, on disait toujours, par nostalgie, De Gaulle, Churchill ou un tel Roosevelt ou compagnie, Reagan, Thatcher, peu importe. On n'est pas vraiment dans du très prestigieux. Je pense pas qu'on a... Non, mais ces grands hommes-là, quand même, il y avait des instruments d'État, c'est-à-dire il y avait aussi des pays et des nations qui avaient un pouvoir, une puissance en elles-mêmes. C'est-à-dire que imaginez peut-être l'homme ou la femme dirigeante du Québec
ou même du Canada avec de la plus grande qualité, de la plus grande stature, de la plus grande capacité à utiliser tous les leviers pour agir sur le réel et le bien commun de notre pays à tous les niveaux. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait réaliser quelque chose d'important? C'est ça la question. Est-ce que nous ne sommes pas, d'une certaine façon, déjà des sujets d'un empire plus grand et le sens commun populaire sans cette incapacité, même institutionnelle, à agir désormais? Mais je dirais que la chose publique en soi, elle est captive d'elle-même. C'est-à-dire qu'on est victime, que ce soit gouvernant et gouverné, par la simultanéité, par l'instantanéité que le média social, par exemple, ou les nouvelles en continu l'affectent, je dirais, la CNNisation, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, des médias, ou du moins des nouvelles aujourd'hui. Donc, même les gouvernants sont captifs de ce jeu-là et doivent sans cesse remettre des idées à très, très court terme. On l'a vu avec la schizophrénie paranoïde, la schizophrénie politique que se vouait la CAQ par rapport au troisième lien. J'ai écrit quelque chose là-dessus, un petit papier là-dessus, comme quoi il y avait essentiellement, là, si on avait à caractériser de girouette, ça serait insulter la girouette, ça serait même insulter quasiment, c'était Jean Charest qui avait dit ça à Mario Dumont, je pense en 2006-2007 à l'Assemblée nationale, mais bref, je m'épivarderai pas longtemps là-dessus, là, mais essentiellement, j'ai l'impression que les grandes choses, les grands projets, comme on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des très grands hommes dans le monde, dans l'histoire universelle, mais seulement la construction des barrages ou des grands projets d'infrastructure nécessitait du grand long terme, une volonté peut-être muée avec l'espoir des citoyens. Mais je n'ai pas tant d'espoir à des très grands projets, du moins, dans le court terme. Société officielle versus société officieuse. Bon, la médiocrité des politiciens actuels, on s'en doute. Puis c'est un symptôme du déclin général du Québec, je pense. C'est-à-dire, tout décline finalement jusqu'aux joueurs de hockey, apparemment. Apparemment que le Québec n'est plus capable de produire de bons joueurs de hockey, du moins de bons, mais pas au niveau, évidemment, des plus grands. Donc, médiocrité d'un côté, mais est-ce qu'on vit dans le monde réel, là? C'est-à-dire cette capacité quand même, finalement, du système, si je peux dire, à inventer une sorte de réalité parallèle. Là. Vous dites, je ne reconnais pas nécessairement la société dans des politiciens et vice-versa. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez effectivement des gens qui ont des préoccupations X, mais de l'autre, un système qui balance toutes sortes de choses Y. C'est vrai qu'on a l'impression, quand les gens disent un peu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression de vivre dans la matrice. Est-ce qu'il y a une matrice québécoise? Est-ce qu'il y a une déconnexion? Il y a une rupture, un décalage aussi grand entre le public et finalement le système? Ben oui, évidemment, je suis tout à fait de votre avis. Dans le contexte, mais je pose la question. Hein, ben oui. Ben, pour pas galvauder là-dessus, c'est qu'on est. La matrice, elle s'appelle la Statrix. Donc, mes amis comme Vincent Gelozo en parlent assez fréquemment. Là. C'est que cette Statrix-là, même si on a un besoin irascible et invétéré de suivre un gouvernement qui materne sans cesse, ben ce gouvernement-là, même que ce soit provincial, fédéral, ou peu importe, même en France, vous voyez, au Royaume-Uni, on dirait qu'on a une forme de déconnexion avec des enjeux qui sont absolument très loin des petites gens, là. Sincèrement, là, les fameux LGBTQ+, avec les woke, etc., où qu'on passe de parent 1 à parent 2. On s'entend que c'est pas les woke qui sont investis au gouvernement du Québec, mais seulement sous la réforme en matière de droit familial où on intègre ça. J'ai l'impression qu'il y a une déconnexion, il y a une forme de parallélisme entre les citoyens et les gouvernants. Ça m'inquiète un peu parce que, évidemment, comment on réussit à joindre ça? Comment on réussit à devenir un électeur assidu en disant ce n'est pas que de la merde, excusez-moi, on va pouvoir davantage circuler au niveau du monde des idées, on va pouvoir débattre davantage et s'intéresser à qui on vote. Et là, c'est plus ça. Donc, il y a quelque chose d'assez dangereux là-dedans parce que la participation électorale est de plus en baisse. Mais est-ce que la participation électorale, c'est-à-dire qu'elle a un effet sur le réel, c'est-à-dire qu'au niveau fondamental, presque ontologique du politique lui-même, c'est d'agir sur le réel. Et c'est comme si, à l'âge des empires, les petites nations et les
comme le Québec n'arrivent même plus à concevoir la possibilité d'agir sur leur propre destin. Et un peu comme l'individu aujourd'hui qui, d'une certaine façon, demande à l'État. C'est comme le cercle vicieux, on a bouclé la boucle. C'est-à-dire que pendant 50 ans, l'individu a délégué sa souveraineté personnelle à l'État. Et là, désormais, les politiciens eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de l'État, sont eux-mêmes vidés de l'intérieur et sont plus capables d'agir. Et donc là, on se ramasse à des aveugles gouvernés par d'autres aveugles, c'est-à-dire des gens qui ne savent plus comment agir sur le réel, des gens qui vivent dans une illusion, gouvernent d'autres qui leur délèguent ça. Donc, finalement, on est véritablement presque dans le désert, c'est-à-dire que c'est la capacité d'agir sur le réel lui-même qui est affectée. Donc, une espèce de nihilisme existentiel qui se transfère dans la politique actuelle. Donc, j'irais plus, c'est plutôt une question de psyché, de culture là, en ce moment, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, si on avait un Charles de Gaulle, c'est-à-dire un homme avec une autorité, une stature, figure paternelle, capable de prendre des responsabilités et faire des choix à court, moyen et long terme pour le bien-être, le bien commun de la nation française ou québécoise, je ne vois pas quels instruments seraient à sa disposition pour mener à bien cette vision. C'est comme s'il y avait toutes les... Le politique et les strates de l'agir politique avaient été vidés de l'intérieur. Ben, je suis d'accord et ça m'amène un peu sur l'éternelle conversation que j'ai peut-être avec moi-même, puis avec d'autres aussi. C'est les fameuses absolus très extrêmes là, qui sont tout à fait opposés. C'est le tyran éclairé qui sait mieux que tout le monde ce qu'est le bien commun ou ce qui est le meilleur, ou un aspect plutôt utilitariste, et du moins la liberté absolue presque à l'anarcho-capitalisme ou au libertarianisme. L'affaire étant que, il y a toujours le milieu, sans parler du centre politique, mais c'est toujours l'idée de qui est meilleur que moi, de savoir ce qui est bon pour moi. Et moi, ça veut dire moi, avec mon expérience, mon vécu, ma sensibilité, mais l'autre. L'affaire étant, c'est que dans un monde plutôt commun où que les décisions se prennent tellement de façon collective et que l'État est tellement pesant, bureaucratique, c'est pour ça qu'on parle de la Statrix, que finalement, il y a beaucoup trop de gens qui décident pour inversement beaucoup trop d'autres gens de ce qui est bon pour eux. Donc, peut-être c'est très tautologique ce que je veux dire là, essentiellement, mais comment se défait-on et comment, une question plutôt large à nos auditeurs ici, comment on dit au final, je suis grand maintenant, je suis autonome, je vais décider de ma vie, pas juste de ma famille, mais de ce que j'ai envie de faire avec mon porte-monnaie, avec mon travail, avec l'école de mes enfants, j'ai l'impression que le choix étant de plus en plus restreint dans un monde qui pourtant, avec l'économie de marché, avec les supermarchés, etc., on est capable de se faire livrer du McDo. Vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, ça aurait été complètement absurde. Et pourtant, on est capable. Je veux dire, la technologie nous permet d'avoir une forme de choix au niveau de l'achat. Mais en règle générale, ces choix-là politiques sont de plus en plus restreints, à mon avis. J'aimerais, M. Rasmussen, qu'on aborde la candidature de M. Bernard Drainville, dont je me suis moqué, je l'avoue, d'entrée de jeu. M. Drainville avait comme projet de représenter le vrai monde, imaginez-vous, avec une formule qui a mal vieilli, on s'entend. Donc, la CAQ qui aurait représenté, qui avec lui entendrait représenter le vrai monde après avoir confiné le vrai monde pendant un bon 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature et son espèce de virage à droite ou à l'extrême droite, diront les médias subventionnés? Mais c'est incroyable à quel point c'est un calque de M. Legault. Souvenez-vous, en 2011, quand M. Legault a fondé, c'était pour la coalition pour un avenir du Québec, donc qui est devenu la coalition Avenir Québec. On s'entend très bien qu'il était tout à fait comme M. Drainville, c'est-à-dire un populiste. D'ailleurs, on le reprochait même d'être comme M. Trump. M. Legault s'était étonné de façon positive en disant « Ouais, parfait, là, c'est important. » Oui, bref, j'ai pas autant d'admiration que mon collègue Frank. Mais oui, Frank, il va peut-être me détester en disant ça, Frank.
sans vouloir faire des mauvais jeux de mots, puis sans m'approcher d'une doctrine maudite, il incarne tout à fait le socialo-nationalisme acheté sur Temu pour ne pas donner de commanditaire. Donc, c'est pas du national-socialisme. On comprendra que jamais je dirais que M. Drainville est dans cet élan-là, mais c'est du populisme, c'est du nationalisme, puis une social-démocratie. Donc, vous ne croyez pas, vous ne prenez pas vraiment au sérieux cette candidature? Non, pas du tout. Non, OK. C'est la continuation, mais dans un mode de communication différent, alors que Mme Fréchette est sensiblement une forme de carnet qui a un très beau CV, on s'entend. Donc, je ne ferai pas original de mon analyse sur ce personnage, mais... Ben non, je pense que... Ah, OK, qui va perdre. OK, moi, j'avoue que je ne le sais pas. Parce qu'il ne faut pas confondre aussi la popularité médiatique avec le vote des membres de la CAQ eux-mêmes. Là, donc, mais les médias ont déjà tranché. Francis, j'ose te demander ton avis sur la candidature de Drainville. Qui semble avoir l'appui de gens à droite, là, que je nommerai pas nécessairement, mais qui ne sont pas nécessairement des deux de pique. Comment tu vois ça? Parce que moi, je dois avouer que j'ai commencé à trouver que c'était intéressant, mais je reste prudent. Puis, le commentaire de M. Rasmussen, conforte un peu mon intuition, c'est-à-dire un système qui essaie de se régénérer, mais qui reste le système. Là, c'est un peu la casse, effectivement, en mode je veux rejoindre les électeurs de droite. Francis? Oui, c'est ça. Moi, comme les auditeurs ont pu l'entendre dans la première partie de cette deuxième partie du balado, j'ai une vision très pessimiste, non pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une volonté. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si c'est de la naïveté de leur part ou une espèce de pessimisme de ma part, mais j'ai l'impression que de croire... Oui, je comprends le paradigme, moins d'État, plus d'État et tout ça, et je suis du côté de ceux qui veulent moins d'État pour éventuellement arriver à un moment où est-ce que les individus sont capables de prendre leur destin en main le plus possible, pas nécessairement d'une manière égoïste, mais pour aider justement peut-être leurs prochains et tout ça. Mais chose à part, j'ai l'impression qu'une candidature comme Drainville, je trouve ça cute d'une certaine façon de mettre autant d'efforts pour essayer de prendre le contrôle qui, à la fin, même le premier ministre ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire parce qu'il ne saurait même pas quoi faire avec le pouvoir. L'étatisme a tellement tué l'âme québécoise ou canadienne que le pays ne peut pas aller nulle part par lui-même. Donc, que un ou l'autre détienne disons, le gouvernail, ça, pour moi, ça m'apparaît, disons, inutile d'une certaine façon. C'est un peu lassant de voir ça, mais en même temps, c'est cute comme ça, des gens qui tiennent à maintenir le bateau. Mais en même temps, c'est une période, pour pas décourager tout le monde, c'est-à-dire c'est une période très, très intéressante parce que on est vraiment un tournant civilisationnel avec une révolution, disons, technologique qu'on n'a jamais vue. Donc, il y a des choses qui s'en viennent, des robots, on peut imaginer le monde imaginons que je vais mourir à 90 ans, le monde dans lequel je vais mourir va être extrêmement intéressant et tout ça. Et aujourd'hui, c'est le temps des choix. Le moins possible par ailleurs. Donc... C'est le temps ça dépend mais c'est le temps des choix à l'heure actuelle. Et mon constat, c'est je plains ceux qui font encore confiance aux différents paliers de gouvernement pour leur destin, en fait. Et donc, la première chose que j'aurais à faire, c'est à dire aux gens pour leur propre souveraineté, leur propre vie, leur vie intérieure, ça serait justement d'arrêter de vous préoccuper de ce genre de questions, puisqu'il n'y a de toute façon plus de pouvoir ni à Ottawa, ça prend une culture qui est personnelle, profonde. Donc, que les gens puissent... Écoutez, je ne souhaite pas que le commun des mortels souffre, mais il y en a qui disent qu'il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour comprendre. Est-ce que les Québécois, on s'entend à proportion gardée comparativement à d'autres peuples sur l'idée des luttes de la pauvreté, sur l'idée de la famine généralisée? On s'entend, on n'est pas le Botswana ou on n'est pas la Namibie où
l'Iran, pourquoi pas, ou l'Afghanistan, on s'entend, on a été relativement confortable et on a été donc conforté dans une culture qui s'est répertoriée pendant 3-4 générations. Mais pour clore sur l'idée de Drainville, alors même qu'il se vouerait couronné de morale en disant, par exemple, en pleurant devant le crucifix de l'Assemblée nationale qui a été ôté, qu'il regrettait, ou du moins qu'il ne pouvait pas faire son plan sur le troisième lien. Je sais, je ne veux pas faire du mono-sujet sur cette infrastructure. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mono-sujet sur ça aussi. Mais c'est assez symbolique. Mais c'est symbolique qu'un peuple n'est pas capable de construire un pont comme si c'était une question politique, finalement. Ben, tout à fait, mais l'affaire étant, c'est que même s'il s'auréole de bonne morale et de vertu, quand bien même M. Drainville serait absolument sincère dans sa démarche, l'affaire étant, le système en est autrement. Parce que le système de chefferie, vous savez, la solidarité ministérielle, donc peu importe, vous êtes ministre dans le cabinet Legault, le cabinet Carney, peu importe si vous êtes contre une décision, c'est le cabinet du premier ministre qui décide et qu'on tranche, ben, au sortir de la rencontre de huis clos, vous devez dire, c'en est ainsi. Donc, il y a comme une forme d'unitaire au système démocratique québécois et canadien qui joue pour beaucoup dans les décisions publiques. Donc ça verrouille un peu M. Drainville qui se dirait en schisme avec son chef parce qu'il a dit à mes amis Yann et Frank qu'on avait géré la pandémie comme des jambons, qu'on avait géré un peu certains enjeux comme des jambons. Donc, il est en train d'insulter un peu l'arrière-garde et la première garde de la CAQ dans toute cette charcuterie. Donc, je trouve ça assez particulier puisqu'il a cotisé quand même à ce régime. Donc, c'est un peu ce qui s'en vient, mais comment, par exemple, pour être moins pessimiste, le printemps s'en vient, donc la chaleur s'en vient aussi, donc peut-être que le regain de vie pourrait découler des paroles sages qui nous auraient entendues à ce balado. Pour vous, Samuel Rasmussen et Jérôme, quelles sont, disons, les solutions pour se sortir un peu de cette stagnation, de cette incapacité à voir le réel et finalement d'avoir une emprise sur son destin collectif? Ben moi, je l'ai dit souvent, je pense que ça passe par un renouvellement quand même de l'écosystème médiatique parce que l'information qui circule au Québec est en grande partie malsaine. Donc, c'est sûr que si les gens reçoivent toujours l'information de ces mêmes quelques médias, deux ou trois médias, ou même deux, très consanguins aussi idéologiquement, on va avoir la difficulté à voir le réel. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a un appétit, il y a un noyau quand même de gens au Québec qui veut vraiment du changement. Mais c'est toujours, évidemment, il va falloir vaincre la caste, qui est très, très forte. C'est pour ça qu'il faut voir le documentaire sur l'Argentine de Milei, parce que les parallèles sont nombreux. Donc, tu sais, les gens au Québec qui sont encore heureux d'être au Québec, c'est des gens souvent qui profitent de l'argent des contribuables, qui ont une vie relativement facile et confortable. Non, mais c'est vrai, ceux qui les satisfaits au Québec, ce sont les gens qui profitent beaucoup du système, malgré eux. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas machiavélique dans sa démarche d'être haut fonctionnaire, ou il y a des gens qui font leur job aussi au travers. Là. Ça peut arriver quand même dans la fonction publique. Mais il y a quand même ça. Il y a la caste, il va falloir la déloger. Ensuite, évidemment, il y a un vieillissement aussi. Ça va être plus difficile. Mais le vieillissement démographique au Québec est très, très, très lourd. Une société qui fait venir de l'immigration massivement pour supporter les pensions de gens xénophobes. Là, j'exagère un petit peu, mais vous voyez, c'est quand même très marrant. C'est-à-dire, les principaux supporters de la laïcité, c'est des gens qui ne se rendent pas compte que leurs pensions sont payées par Mohamed. Moi, vous savez, je ne défends pas l'islamisme, mais maintenant, il va falloir que vous vous rendiez compte de quelque chose. Là, c'est-à-dire, écoutez, là, 50% de la population inactive, et on pense que c'est tout le régime, l'État, les recettes, ça va suivre. Ben non, écoutez... Ben oui, on fait le choix de cette immigration qui est francophone et où on la trouve. C'est certainement pas en Belgique ou c'est par exemple en France majoritairement, mais la façon d'interrompre, et excusez-moi de l'expression très vulgaire, mais elle résume entièrement ma pensée qui est très peut-être brutale, mais pour interrompre ce cercle incestuel et masturbatoire, la meilleure façon, c'est d'entamer une complémentarité de ce système aux vertus de plus de compétition, d'enlever et d'ôter
les pouvoirs de ces individus-là qui ont beaucoup trop de pouvoir. C'est pas les Illuminati ou les francs-maçons. Je parle des gouvernants, des ministres, des députés, des hauts fonctionnaires. Aussi, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir, mais ils donnent quand même un chèque en blanc à ceux qui sont quand même encore en âge de travailler. Je veux dire, essentiellement, cet écosystème-là est de moins en moins diversifié. Pour vrai, vous avez qu'à regarder les 125 députés à l'Assemblée nationale, et je fais peut-être de la généralisation abusive, mais ils sont tous coulés, que ce soit QS ou que ce soit la CAQ. C'est pas pour rien qu'il y a quand même beaucoup de votes à l'unanimité sur certaines motions. Donc, il y a une forme de synergie qui est un monolithe absolu. Ben, absolu. Peut-être radical dans mon propos, mais je pense que la meilleure façon, c'est de leur ôter davantage de pouvoir. Mais l'affaire, c'est que c'est les législateurs qui pratiquent, tout le monde le sait, c'est eux qui écrivent les projets de loi. Donc, quand même, les législateurs se voteraient des lois pour s'enlever du pouvoir. C'est pas nécessairement ce qui se passe comme en Argentine, par ailleurs. Non, on est encore loin, très loin. On est encore trop confortable au Québec, mais là, peut-être que ça va changer avec l'inflation. Je sais pas, avec l'Iran, est-ce que... on va voir. Donc, c'est vos solutions, M. Rasmussen, immédiates, là, pour essayer de régénérer un peu le Québec? Immédiat, on s'entend que même dans le contexte du très court terme, comment moi, petit Jans, dans les gradins, qui fait des articles là, qui gueulent, donc essentiellement, c'est ce que je fais dans la vie. Ne vous sous-estimez pas, quand même, on a un poids quand même... C'est pas une trêve de modestie ou de fausse humilité, mais personnellement, je sais pas quel poids j'ai. Parce que je parlais de cercles incestuels et masturbatoires, mais on s'entend que, par exemple, mon balado, qui est les 3 Afuera, va pas réunir les gens qui sont de tendance anarcho-communiste ou qui sont pro-PQ. Donc, je vais parler quand même à ceux qui sont déjà convertis. L'affaire étant, nul besoin de devenir comme la France. Avec tout le respect que j'ai pour la France, j'ai une forme d'amour-haine pour la France, mais une partie de cette haine-là qui est l'espèce d'hyperactivité politique que tout est débat tout le temps. Un journaliste se fait militant davantage qu'au Québec, alors qu'ici, c'est très morose et moribond. Il y a quelque chose de moral, exactement. Donc, la culture du consensus. Donc, il faut pas en parler, sinon grand-mère va pleurer. Donc, essentiellement, ça, il n'y a pas assez de débat public. Monsieur Bureau fait une émission qui est extraordinaire. Présentement, Monsieur Stéphane Bureau avec... pardonnez-moi, j'oublie toujours le nom de son émission. C'est Quel monde magnifique ou Dans quel monde? Pardon. Une époque formidable. Une époque formidable, voilà. Donc, pourtant, je me pardonnais mal chaussé. Mais on a déjà connu ça. L'affaire étant, c'est que je ne ferai pas de Québec bashing. Parce que j'aime être québécois. Je vais pas insulter le Québécois moyen. Pourquoi? Parce que un des endroits en Amérique où il y a eu le plus de liberté, il fut un temps jadis naguère, c'est en Nouvelle-France. Où ce qu'on demandait pas au gouverneur ou au prêtre ou à l'archidiacre de décider pour vous-même. D'ailleurs, l'Église catholique, lorsqu'elle décidait, il y avait davantage de liberté que quand c'était l'État moderne québécois. Je pense que je vais faire plaisir à M. Denis en parlant de cela, mais... La dîme, c'est 10 hein? La dîme, c'était 10 L'impôt, c'est beaucoup plus. Exactement. Mais il y avait une forme de liberté. Je suis pas en train de dire que vaudrait mieux une théocratie agro-catholique, là, loin de moi, cette idée ou ce fantasme. Mais j'ai l'impression que les Canadiens français ont un gène de liberté qui n'est pas perdu. Il ne l'est pas perdu. Il y a encore des entrepreneurs, il y a encore des gens qui sont assoiffés de liberté, il y a encore des gens qui sont dans l'espoir. Il y a beaucoup de gens à qui je parle au travail à chaque jour et qui travaillent très fort. Ce ne sont pas des socialistes, décidément. Par contre, ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de voix dans les médias. Donc, ce sont dans les balados, dans les podcasts. Et c'est bien dommage parce que quand la droite se lève, la droite économique et libérale se lève, elle se lève comment? Elle se lève pour aller travailler. Et décidément pas pour faire des manifestations ou des révolutions, messieurs. Donc, évidemment, la révolution, elle se fait où? Donc, décidément pas au bout du fusil, c'est intolérable. Personne ne voudrait ça. Je veux dire, la révolution tranquille ne déversait aucune larme et aucun litre de sang, seulement de la salive. On a coulé beaucoup de salive et beaucoup d'encre, comme vous le savez, M. Lesage, M. Lévesque et compagnie. Alors, loin de moi de vouloir refaire l'histoire du Québec, là, vous la connaissez, vos auditeurs la connaissent également, mais on s'entend que c'est un endroit en Amérique du Nord, j'ai fait un papier là-dessus, qui
pourquoi ne pas préférer devenir l'Irlande de l'Ouest que le Cuba du Nord? D'ailleurs, Cuba, le régime castriste vient à peut-être manquer de souffle, mais bon, peut-être on y reviendra dans un autre sujet, mais décidément, les gens disent depuis 30 ou 40 ans dans les médias, dans les journaux, dans les discussions, que les urgences sont pleines, que le stade olympique est en train de s'écrouler, que les routes sont trouées. On n'a rien inventé, messieurs. Là. On n'était même pas au monde et ça parlait encore de cela. Donc, faudra-t-il que les jeunes, des Z, des Y, des X, du moins, comprennent qu'il faut directement changer de paradigme? Peut-être que les prochaines années, justement, la disparition de ce poids à la fois démographique et symbolique de la génération qui a enfanté de l'État-providence, peut-être que ça va amener un vacuum et nos différents médias seront là pour remplir leur mission et seront bien préparés à soutenir cette nouvelle génération qui vont peut-être éventuellement prendre leur vie en main et le destin de la nation québécoise également. Samuel Rasmussen, je rappelle que vous êtes membre de ce balado, les trois Afuera, et collaborateur du podcast Yann et Frank. On peut vous suivre sur votre Substack ainsi que sur le blog pilulerouge.ca, une autre production Yann et Frank. Alors, c'était un plaisir de vous recevoir pour cette première participation et éventuellement, on sera très heureux de vous accueillir de nouveau. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir partagé. Merci à tout le monde et bonne semaine. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître ou rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous suivre sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous suivre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. N'oubliez pas de vous abonner pour la modique somme de 4$ par mois au libre-media.com, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Jérôme, bon week-end mexicain à toi. Bon week-end à tous nos auditeurs. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres. Et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.